Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Parquet Au-delà. Avec Vincent Chaudel, pour l'Observatoire du Sport Business et Para United, nous allons revenir aujourd'hui sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de notre football hexagonal. Cette semaine, un sujet a retenu notre attention, c'est le départ de nos jeunes talents, ceux qui font la fierté de notre centre de formation et qui aujourd'hui posent la question finalement de l'utilité de ce dernier. En effet, on a appris que Tanguy Kouassi allait signer au Bayern Munich, alors que le PSG lui proposait un contrat que normalement on ne propose jamais en guise de premier contrat professionnel. La même chose va se produire avec Adil Aouich, dont on va savoir la destination prochainement. C'est pas la première fois que le PSG perd des éléments de valeur, on pense à Coman notamment, mais aussi à d'autres joueurs qui sont partis libres du centre de formation. Cette question elle est à la fois sportive mais aussi économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le PSG investit dans son centre de formation, il est le club phare d'un des 3 plus grands bassins mondiaux de recrutement de footballeurs de haut niveau, il forme une bonne partie des ossatures des équipes internationales européennes, en tout cas françaises, et dans ce cas-là il ne trouve pas forcément un retour sur son investissement. Alors effectivement c'est compliqué pour un club comme le PSG qui vise systématiquement les titres, les places en Ligue des Champions. Il faut pouvoir offrir de la place aux jeunes et c'est compliqué, c'est le revers de la médaille sportive. Maintenant, on se pose la question de savoir aussi si la stratégie mise en place est la bonne. On a vu l'an passé Leonardo vendre une partie finalement de nos meilleurs joueurs pour équilibrer les comptes. C'est une stratégie, celle du trading de jeunes joueurs qui finalement peut être extrêmement profitable au club. Maintenant, elle pose aussi une autre question, quel avenir on offre à ces joueurs ? Et là, c'est là où l'organisation même des transferts de jeunes joueurs en Europe pose question. On n'est pas le seul club à subir cet exode des talents, cet exode des talents de la Ligue des talents qu'est la Ligue 1. Marseille a connu le problème, d'autres clubs aussi en France sont concernés et ils ne le médiatisent pas forcément de la même manière. Aujourd'hui, c'est un vrai défi pour le football européen, pour le football français, et puis surtout pour tous ces clubs qui forment des internationaux, qui les préparent, les amènent au niveau, et se voient privés finalement des mannes de leur transfert ou de leur talent sportivement. Alors oui, le sujet de la formation est un vrai sujet et un peu le talon d'Achille du football français en général et du PSG en particulier. Tout simplement parce que si on parle de la Ligue des talents, c'est bien évidemment parce qu'en France, on forme beaucoup et en région parisienne, il y a énormément de talents. Donc c'est effectivement un atout lors des mercatos quand on vend, mais les clubs étrangers ont eu l'idée d'aller chercher les joueurs plus tôt pour essayer de les payer moins cher, voire même ne pas les payer du tout. Alors dans cette guerre de la source de talent, on a aussi quelques handicaps, nous en France. On a le handicap de la fiscalité. Bien évidemment, quand des clubs étrangers viennent chercher nos joueurs, ils ont la possibilité de leur proposer des salaires et des coûts moins importants. Ils viennent chercher bien évidemment les meilleurs, donc on ne peut pas reprocher au club français de ne pas sécuriser tous les contrats, parce que là, à ce moment-là, économiquement, ça deviendrait très compliqué pour eux. Et quand ils sont du coup en bataille avec un autre club, ils ont donc le poids de la fiscalité pour les salaires qui leur pose problème. Cette fiscalité pose aussi des problèmes sur la prime à la signature, qui est aussi un atout pour les autres clubs. Et puis il y a un autre phénomène, Antonio Henrique l'avait signalé, mais on a un sujet sur le réseau de compétition. Un jeune joueur français qui ne jouerait pas avec l'équipe première serait obligé de jouer en 4e ou 5e division. En Espagne, par exemple, un jeune joueur qui s'entraînerait toute l'année avec l'équipe première, qui ne jouerait pas nécessairement en équipe première, pourrait jouer jusqu'en 2e division. C'est jusque-là que l'équipe réserve peut aller jouer, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc on a vraiment plusieurs sujets, et si on veut éviter la fuite des talents après la fuite des cerveaux, eh bien il faudra bien un jour se pencher sur ce problème-là. C'est un problème qui est très important si on veut conserver ces joueurs. Et c'est d'autant plus important que dans la règle des joueurs formés localement, l'UEFA impose aux clubs d'avoir dans leur effectif des joueurs formés dans les clubs, c'est-à-dire au moins 8 joueurs, 4
à minima formés dans le club, voire 8 au moins formés dans le pays. Et ça fait partie de la liste pour les compétitions européennes. C'est donc stratégique pour le PSG d'avoir eu dans ses rangs des joueurs comme Areola, des joueurs comme Kipembe, des joueurs comme Rabiot en son temps. Et c'est très dommageable de ne pas pouvoir compter sur Kouassi. Alors l'autre sujet de la semaine pour moi, c'est évidemment la décision de l'UEFA et l'officialisation de l'UEFA de cette fin de Champions League en mode Final 8. Alors c'est un format tout à fait nouveau. L'UEFA a réussi à transformer une contrainte en opportunité. On a vu qu'avec le coronavirus, le premier problème que l'on avait, bien évidemment, c'était les calendriers. On sait que l'UEFA et les clubs, l'association des ligues aussi, travaillent sur une nouvelle formule à horizon 2024. Et bien, c'est peut-être cette formule-là qui va retenir l'attention de tout le monde. Parce qu'un Final 8, c'est forcément moins de dates et donc un allègement du calendrier. C'est pas nécessairement moins d'argent pour l'UEFA parce que cette formule-là va générer des villes candidates, là c'est Lisbonne pour cette année, mais il va y avoir donc un phénomène de candidature, il va y avoir aussi un phénomène événementiel pour les droits télé, et donc certes les clubs vont perdre 2 recettes, les quarts de finale à domicile et les demi-finales à domicile, du moins pour les 4 demi-finalistes, mais globalement ça risque d'être un événement très très fort et qui peut être un atout pour le PSG, puisque le PSG jusqu'ici a réussi à faire de très bons matchs allés, que ce soit contre le Barça, contre le Real ou contre Manchester United. Malheureusement, le PSG a mal géré les matchs retour. Là, il n'y aura pas de match retour parce que ça sera 3 finales à jouer. Du moins, on ne peut que souhaiter au PSG de jouer ces 3 finales. Et donc, on peut avoir à la fois un format très, très intéressant et puis un parcours historique pour le PSG. C'est tout le match qu'on lui souhaite. Le Final 8 européen qui va s'ouvrir à Lisbonne, au Portugal, pour le PSG, va être certes l'occasion de clôturer la saison européenne, celle de l'élite du football européen et mondial. Ça va être l'occasion pour le PSG d'être à 3 matchs, de devenir le premier club français en termes de palmarès européen et d'être surtout le premier titré au XXIe siècle dans la plus grande compétition de football en Europe et dans le monde. Mais avant de réaliser l'exploit, à 3 matchs justement d'un exploit qui restera dans nos mémoires, et pour clôturer cette saison extraordinaire à tout point de vue, le PSG va devoir faire face à un véritable défi. Si le Final 8 est un événement à nul autre pareil, une occasion de mettre en scène le football comme rarement l'UEFA a pu l'avoir, c'est ce que disait justement Vincent, il va surtout obliger le club parisien à faire un effort considérable de réorganisation. Des joueurs qui ont commencé la compétition comme Edinson Cavani, Thomas Meunier ne seront plus avec nous. Le premier s'en va, le deuxième va signer avec le Borussia Dortmund. On a aussi la question du prêt et de la prolongation du prêt de Rico, puisque pour l'instant, on n'a que 2 gardiens susceptibles d'être alignés. Se pose aussi finalement une autre question, c'est celle de la prolongation inattendue d'Edwin Kurzawa. Et c'est tout l'effectif parisien qui est bousculé, puisqu'on voit Thomas Tuchel être obligé d'aller chercher des jeunes pour finalement combler le départ de Professionnels Aguirre. Et donc la question là de l'équité sportive va être au cœur de ce Final 8, puisqu'on est en dehors des contrats qui étaient prévus, qui devaient clôturer la saison. On sera donc au-delà du 30 juin. Et par exemple, la perspective de voir Thiago Silva ne pas porter le maillot parisien pour ces 2 mois reste encore en suspens. On est dans une logique qui, sportivement, pose beaucoup de questions et qui oblige aussi le club parisien à faire un grand écart, puisqu'il lui faut en même temps préparer la saison prochaine qui va commencer quelques semaines plus tard. En tout cas, on espère une chose, c'est que le Final 8 sera une fête, celle du football français, on se le souhaite, et plus encore celle du football parisien. On vous souhaite avec Vincent, avec l'Observatoire du Sport Business et avec Paris United, une bonne semaine. Et puis, on vous dit une seule chose, ici, c'est Paris.